politique et parlementaire, qui avec son équipe et l'école a fait un travail formidable de mobilisation. Il a toujours une petite blague. Il me confie l'animation des conférences toujours après la pause méridienne, pour paraphraser Laetitia. Alors, je vais lancer la conférence. Merci d'être présent. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, la salle se remplira. Je propose de vous faire une introduction sur notre sujet, dont vous pouvez lire l'intitulé ici, qui est les différentes nuances de soft power au service de la relation euro-africaine. Nous parlons de ça aujourd'hui. Alors, j'aurais tendance à vous dire quelle tuile, cher public. Nous nous apprêtons à échanger tous les 5 à propos de cette méthode d'influence douce qu'on nomme le soft power et nous allons parler, attribuée au fameux Joseph Nye. Certains d'entre vous ont dû l'étudier à l'école. Analyser les ressources au service de la relation euro-africaine et dans le même temps, nous apprenons que l'Académie de la carpette anglaise a égratigné notre président de la République française Emmanuel Macron en raison de ses nombreuses entorses à l'usage du français, dont la Constitution, dans son article 2, dispose quelle est la langue de la République. Le père de la Startup Nation, qui hier encore, lors de l'inauguration d'une FIAC, criait aux responsables d'institutions artistiques « Africa is so important for us », s'est vu décerner le prix annuel de l'indignité civique pour son acharnement à promouvoir la domination de l'anglais en France et dans les institutions européennes au détriment de la langue de Molière. Et oui, même si le titre de notre conférence n'a pas de leçon linguistique à donner, reconnaissons qu'aux armes de cette manière douce, la langue est sans conteste l'une, si ce n'est la plus puissante. Elle doit servir d'avant-garde. La francophonie, forte de ses 300 millions de locuteurs, ne devrait-elle pas rester inflexible comme le montrent sans ciller nos amis québécois? À partir d'un exemple humoristique, permettez-moi de filer un peu plus la figure de style autour de notre sujet. Certes, le président Macron abuserait de la langue de Shakespeare, et l'on sait sa volonté affichée au Ghana, notamment, de tendre la main à l'Afrique anglophone. Mais concrètement, ce sont des pays comme le Gabon et le Togo qui ont rejoint en juin dernier le Commonwealth, devenant ainsi les dernières nations historiquement francophones sans lien mémorable avec le Royaume-Uni à entrer dans ce club anglophone dirigé par le souverain britannique. Doit-on s'en inquiéter pour la relation euro-africaine, le Brexit maintenant achevé? Durant nos échanges, nous évaluerons peut-être les antagonismes, s'ils existent, entre l'influence douce et le hard power, essentiellement militaire, qui malheureusement s'est imposé de manière trop visible depuis quelques années dans un nombre croissant de régions du continent africain. Doit-on admettre que M. Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, avait vu juste lorsqu'il affirmait en 2009, devant les ambassadeurs réunis en conférence annuelle, « Il n'y a plus aujourd'hui de soft power en Afrique. On est partout, si vous me permettez l'expression, dans le hard. » La douce influence européenne cède sur le poids des actions militaires, des groupes terroristes qui se répandent à la vitesse d'un virus, à la douce communication non coercitive qui est le soft power. Ces agresseurs préfèrent la fabrication à l'échelle industrielle avec l'aide d'officines russes, des actions de propagande visant essentiellement un public important ici, la jeunesse. Dans un contexte, leur objectif, asservir l'attention de cette classe d'âge au travers des outils numériques et des réseaux sociaux, réduits à leur seule fonction d'atelier du complotisme et des fausses informations. Dans ce contexte, que peut-on penser des propos de la directrice générale de l'OMC, Mme Nkonjo-Iweala, lorsqu'elle affirme que le développement de l'Afrique passera par le numérique? Car une autre réalité du terrain montre que la moitié des citoyens africains sont encore, et on l'a dit ce matin, dans l'impossibilité de se raccorder à une source électrique, comme le regrettait récemment Cheikh Tidiane Diadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, à l'occasion de la World Policy Conference organisée sous l'égide du think tank français IFRI. Nous échangerons pour définir quelle place pour l'influence de l'Europe et de la France, alors que la formule rhétorique de sentiment anti-français s'installe abondamment dans le langage médiatique. Simple formule rhétorique sans consistance, donc action
de soft power efficace ou déjà symptôme révélateur d'une autoproclamée tutelle russo-chinoise bien décidée à réduire à néant l'influence française et européenne sur le continent africain. Ainsi, irons-nous peut-être jusqu'à envisager que le soft power n'a plus aucune nuance, comme l'impose notre sujet du jour, et qu'il n'a pour seule utilité celle de faire gagner une guerre par la conquête des imaginaires. Les stratégies habilement déployées par les Russes et les Chinois, si elles atteignaient leurs objectifs, désarrimeraient nos deux espaces géographiques dont la solidité des liens familiaux se mesure à l'aune des nombreux reproches qu'ils ont encore à se faire. Que deviendraient alors en Afrique nos apports essentiels en matière de soft power que seules les démocraties peuvent faire exister sur des sujets comme la culture, nonobstant les lenteurs à propos de l'épineux dossier de la restitution des objets d'art africains, sur la santé et l'épidémiologie, nonobstant les erreurs de certains programmes, sur l'économie et l'agriculture, nonobstant la difficile évaluation de la politique d'aide au développement. 2023 est-elle, pour nos invités, une éclaircie au bout du tunnel, car ces régimes autoritaires qui tentent de s'introniser nouvelles tutelles se révèlent incapables, sur leur propre territoire, de laisser s'exprimer leurs artistes, de soigner leur peuple et dont les économies n'ont jamais été aussi faibles. Découvrons alors avec nos invités ce que ces nuances du soft power peuvent changer les choses et enrichir la relation entre l'Europe et l'Afrique. Pour vous éclairer et vous enrichir, sous vos remerciements sonores, Madame, vous êtes scientifique, épidémiologiste, j'ai bien fait de faire un peu l'eau et j'en sens travail. Membre de nombreux comités scientifiques internationaux dont le Global Health Scientific Advisory Committee de la Fondation Bill et Melinda Gates et présidente du comité scientifique de l'Institut de recherche pour le développement. Docteur Jacques Brulet, vous êtes président de l'Académie d'agriculture de France et membre du groupe interacadémique pour le développement. Vous avez occupé alternativement des postes dans le privé et le public et notamment en tant que vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, placé auprès du ministre. Monsieur Denis Deschamps, délégué général de la conférence permanente des chambres consulaires et diplomatiques africaines et francophones et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, et monsieur Mathias Lérino, entrepreneur et président du cabinet de conseil en communication Tilder, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et créateur du fonds de dotation African Artists for Development. Mesdames et messieurs, je vous propose donc dans un premier temps peut-être de dresser les constats dans chacun de vos domaines et je vais commencer avec vous, Mathias Lérino. Soft Power, c'est un concept que vous connaissez bien puisque vous dirigez une grande société de communication et dans la communication, c'est un peu comme Monsieur Jourda, hein. On fait du soft power, alors non pas sans le savoir parce que vous le savez, mais vous pourrez peut-être nous définir ce que c'est assez rapidement et nous dire si vous pensez que c'est également un outil de gouvernance. Et puis, en esquissant votre propre nuance, celui de la culture, nous livrez vos constats de ce que l'on peut dire de l'objet culture en tant que moyen d'assurer la relation euro-africaine et pourquoi pas franco-africaine. Merci Jackie. Après cette introduction, il n'y a plus grand-chose à dire pour ce demi-cercle. Alors, moi, je voudrais dire deux choses dans l'introduction. La première chose, c'est que le soft power, c'est en fait, en général, la capacité d'utiliser pour un État des moyens immatériels qui permettent d'influencer, d'orienter les relations internationales de cet État avec les autres espaces géographiques. Deuxième remarque en introduction, moi j'ai une vision du soft power engagé parce que j'ai une conviction profonde, il n'y a pas d'avenir pour l'Afrique sans l'Europe, il n'y a pas d'avenir pour l'Europe sans l'Afrique. Et que donc il faut, ma lecture du soft power, elle partira de cette conviction profonde, qui est non seulement une conviction, mais aussi un engagement à travers un certain nombre d'initiatives que je prends depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Alors, d'abord je crois que le soft power, c'est une multitude de nuances. Il n'y a pas un soft power, il y a une multitude de soft power. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il est très utile de se dire qu'il n'y a pas des soft power les uns contre les autres, c'est-à-dire ceux des différents pays européens contre ceux des différents pays africains, avec une volonté de conquérir, entre guillemets, les uns par rapport aux autres, ou d'influencer
puis d'orienter les relations qu'on a les uns avec les autres, mais peut-être de se dire qu'il faut qu'on construise un soft power qui soit un soft power africano-européen ou européano-africain, et en faire peut-être la base de ce que peut être un avenir commun entre le continent africain et l'Europe. Alors, quelques remarques de départ. Je rappelle que le premier pays francophone au monde est africain. C'est la République démocratique du Congo. La moitié du continent africain à peu près parle français. On a donc une langue commune. Et comme tu le rappelais tout à l'heure, il faut faire attention à ce que cet héritage historique commun ne devienne pas finalement un boulet dans la relation entre le continent africain et l'Europe. Je rappelle que le Rwanda a choisi il y a quelques années de passer du français comme langue officielle à l'anglais. Tu rappelais que les 2 derniers pays qui ont rejoint le Commonwealth, qui est quand même un peu atypique, sont 2 pays de langue française dans lesquels il y a une longue tradition culturelle et historique avec la France. Donc il faut qu'on fasse attention parce que la langue est un des premiers éléments, une des premières nuances de ce soft power. Il y a des soft power dans lesquels la question ne se pose pas. Dans la musique mondiale est aujourd'hui teintée de, je veux dire, la créativité, l'imagination africaine depuis très très longtemps. On ne le sait pas forcément, mais la réalité c'est que, par exemple, sur la musique, aujourd'hui, il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. Le soft power africain a un style, j'allais dire, une culture de la musique un peu partout dans le monde. Dans la création artistique, on s'aperçoit qu'on a longtemps passé sous silence l'influence que pouvait avoir l'inspiration de la culture africaine dans la création européenne, à la fin du 19e, au début du 20e. Aujourd'hui, elle est reconnue, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, c'est en fait une inspiration qui continue à aller dans ce sens-là, et une inspiration qui est aussi une inspiration pour les créateurs africains de ce qui se passe dans le monde en général. En matière de production audiovisuelle, puisque lorsqu'on parle de soft power, on parle aussi des industries culturelles et créatives. Il y a des pays africains aujourd'hui qui sont des hubs de production. On parle beaucoup de Netflix, on parle beaucoup de Prime, Amazon Prime, on parle beaucoup de toutes ces plateformes. La réalité, c'est que de plus en plus de programmes visuels sont imaginés, conçus, produits, réalisés en Afrique. Et petit à petit, lorsqu'on le met en comparaison avec ce qu'a été la création cinématographique en France et en Europe, on est bien forcé de constater que nous sommes de plus en plus doublés par cette création et cette production africaine. Il y a en plus aujourd'hui une volonté d'un certain nombre de pays de devenir des hubs en matière de software. C'est le cas par exemple Bénin, qui a consacré dans les 2 à 3 prochaines années 6 milliards d'euros à l'ouverture de 4 musées contemporains, d'une université consacrée à la création et aux arts, aux industries créatives et culturelles. C'est le cas de l'Afrique du Sud depuis très longtemps. C'est le cas de façon plus informelle, mais avec un formidable rayonnement dans le monde entier, qui est celui de la République démocratique du Congo. Donc on a une multitude de nuances de création qui existent. Alors après, pourquoi moi je pense qu'il faut qu'on n'oppose pas nos soft power, mais qu'au contraire, on construise ensemble. Parce que je pense que lorsqu'on commence à imaginer un soft power commun, on construit un dialogue entre les peuples. Et que une des grandes manières peut-être de dépasser la question tout à fait légitime de la manière dont nous avons vécu, nous, notre passé sur le continent africain, c'est probablement d'imaginer le soft power de demain, un soft power commun qui serait européano-africain. Et puis le soft power, aujourd'hui, il se développe, je l'ai dit tout à l'heure, prioritairement sur les plateformes digitales, sur les réseaux sociaux, sur ce formidable instrument de diffusion à la fois de la culture, de l'information, en même temps, parfois est détourné de sa réalité. On le voit sur les campagnes qu'il peut y avoir contre la France, utilisées par un certain nombre de pays qui ne sont ni européens ni africains. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, le continent africain, c'est le continent digital. C'est celui qui, en fait, n'est passé de rien et du digital. Je rappelle que, par exemple, les offres commerciales et marketing d'Orange sont inventées à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Elles ne sont pas inventées en France, elles sont inventées en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on fasse en sorte de se dire que, finalement, on a autant à apprendre du continent africain que nous avons à nous aller vers ce continent en matière de soft power. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a le fond du soft power, puis ensuite il y a la forme du soft power. Je vais lire juste une
petite parenthèse qui n'est pas une parenthèse dans justement ce dialogue culturel qui est celui de la restitution des œuvres d'art. Nous avons ouvert un chemin, le président Macron a ouvert un chemin en restituant un certain nombre d'œuvres d'art au Bénin. Moi, j'étais à l'inauguration de cette exposition à Cotonou lorsque les œuvres d'art sont arrivées. C'était quand même un moment d'une émotion absolument incroyable. On ne peut pas mesurer. On n'avait probablement d'ailleurs pas mesuré en restituant ces œuvres d'art. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, alors que nous avons ouvert la voie, un certain nombre de pays africains disent bah oui, mais justement, la France a ouvert la voie, mais en même temps, il y a plein d'autres pays européens qui ne restituent pas quelques dizaines d'œuvres, mais qui restituent des centaines, des milliers d'œuvres. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas d'un certain nombre d'autres pays. Et donc, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas simplement des actions d'intention, mais que ça soit des actions qui soient dans la durée. Et c'est, à mon avis, en travaillant dans la durée sur ce soft power commun, on pourra construire notre avenir commun. Je vais terminer là-dessus. Je pense que ce qui serait dramatique, c'est de penser qu'en fait, chacun doit travailler sur son soft power, chaque pays européen par rapport au continent africain, alors que je pense qu'il faut au contraire que nous travaillions sur un soft power de cet ensemble qui est l'ensemble du continent africain et de l'Europe. Merci Mathias Léridon. Bien. Bon, nous trouver assez timorés en France sur ce dossier de la restitution, n'est-ce pas? Pionnier et un peu timoré. Jacques Ouellet, vous êtes président de l'Académie d'agriculture de France et membre du groupe interacadémique pour le développement. Votre expérience africaine est ancienne, longue, diverse et variée. Et vous souhaitiez partager avec notre public vos constatations en tant que président de l'Académie d'agriculture de France, puisque vous avez développé des relations fortes avec et entre académiciens africains, et notamment vos constats sur les raisons qui expliquent les fragilités de certains pays africains au manque de céréales, par exemple. Merci Jackie. D'abord, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce qu'effectivement, je suis un Africain de cœur. J'ai passé plus de 15 ans en famille en Afrique, dans plusieurs pays africains, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la Madagascar, qui sont des pays très différents. Et je suis un militant du rapprochement de l'Europe et de l'Afrique. Donc je voulais, après ces exposés brillants de la généralité sur le soft power, aller dans le concret. Qu'est-ce que c'est que le soft power pour nous? On l'a vu ce matin avec les ambassadeurs, l'importance qu'avait l'agriculture pour l'Afrique. Évidemment, s'il y a un grand espoir de ce continent, parce que 65% des terres arables qui existent encore ne sont pas cultivées pour l'instant, c'est en Afrique. On pense à l'énorme bassin du fleuve Congo, qui est pratiquement équivalent à celui de l'Amazon, il a pratiquement très peu de culture. Donc il y a un potentiel extraordinaire. Donc soft power, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? J'ai commencé par ça. C'est le soft power des cheveux blancs, de nous, les académiciens. J'ai réussi à travers l'Académie d'agriculture à créer un réseau de mes collègues académiciens africains qui sont à l'Académie d'agriculture de France et qui travaillent en réseau entre eux. Un Sénégalais, un Béninois, un Mauritanien, un Ivoirien, un Malgache, discutent entre eux de leurs problèmes de façon très très libre. Parce qu'on a dit ce matin, les pays sont un peu en concurrence, enfin, ils se jouent, ils se toisent. Et donc là, c'est tout à fait l'inverse. Et on est en particulier, entre nous, d'essayer de réfléchir à pourquoi certains pays sont en grand manque de céréales. Avec la crise ukrainienne, il y a des pays qui n'avaient que rien et d'autres pays qui s'en sortaient. Pourquoi? Comment? Avec quelle histoire? Et donc c'est tout à fait passionnant. Nous faisons cette comparaison. C'est une façon de faire du soft power entre la France et l'Afrique que je trouve assez intéressante. Mais effectivement, c'est limité aux cheveux blancs et je n'ai pas bien pesanti. Alors en revanche, avec le GIDE, nous avons créé maintenant depuis quelques années un programme qu'on appelle GIDE Agri. Ce programme GIDE Agri tente à promouvoir, ça a été vraiment dit ce matin, ce que ça veut dire l'acronyme. Alors, GIDE, c'est le groupement interacadémique pour le développement. Tu n'as pas écouté ce matin, mais c'était développé. Bon. On redit toi. Voilà. Donc, le groupement interacadémique pour le développement, c'était le groupement d'une trentaine d'académies européennes et africaines qui essaient de développer ensemble, de faire du vrai co-développement. Là aussi, c'est un thème qui a été utilisé plusieurs fois et qui est un peu notre leitmotiv. Donc, on a imaginé, déjà 4-5 ans, de dire qu'il fallait absolument encourager l'entrepreneuriat agricole. Entrepreneur agricole, c'est deux mots qui sont importants à notre avis dans ces pays africains. C'était défini à Dakar. Et puis, on a fait une première expérience à Abidjan il y a maintenant 4-5 ans, dans laquelle on a mis en avant les aides entrepreneurs africains. Et ça a été un grand succès. Et on a surtout refait depuis maintenant 2 ans. On a sélectionné dans 6 pays africains, aussi divers que l'Algérie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République du Congo et Madagascar. Dans ces 6 pays, on a pris 6 jeunes entrepreneurs
absolument formidables, 3 femmes et 3 hommes, très intéressants, qui sont dans cette dynamique de dire qu'il faut absolument transformer sur place nos productions agricoles. Donc tous ont des unités de transformation des productions agricoles de ces pays pour les donner à la population locale. Alors ça a été fait, on les a choisis, on les a sélectionnés, on les a écoutés. Ensuite, on leur a donné un peu d'argent. Ce n'était pas l'objet essentiel. On les a ensuite rassemblés à Abidjan et Yamoussoukro, dans cette école qui s'appelle l'École supérieure agronomique de l'INPHB de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, pour une formation commune sur le développement et qui a été extrêmement profitable. Et en plus, on leur a donné un parrain. C'est-à-dire que chacun de ces jeunes entrepreneurs avait un académicien d'expérience qui les accompagne pendant au moins 1 an sur la façon dont ils ont développé leur entreprise, entre guillemets. Donc, c'est un peu un essai, mais on est tout à fait dans ce qui a été dit ce matin, dans les choses importantes à faire. C'est-à-dire qu'il faut absolument encourager les entrepreneurs, encourager la jeunesse, encourager les femmes et les hommes, et encourager le fait qu'on transforme sur place tous les produits pour la consommation locale. Donc, c'est pour nous un début de succès. Nous espérons le faire chaque année maintenant, justement pour promouvoir ce genre d'expérimentation. Et ceci va mettre à dire que le soft power, à ce niveau, s'exerce à différents niveaux. Il y a celui d'abord des écoles. J'ai parlé de l'école supérieure agronomique de Yamoussoukro, qui est tout à fait exemplaire. Il faut savoir que le système d'école d'ingénieurs est assez propre à la France et que les Ivoiriens et les autres pays africains souhaitent développer ce genre de système. Ailleurs dans le monde, c'est plutôt les universités qui font les études techniques, se font par des grandes universités américaines, anglaises. En France, on a développé le système des grandes écoles qui apporte un certain plus à la façon dont les choses sont enseignées, qui donne un corpus plus intéressant à ce qui est enseigné, et nous sommes en train de le développer donc, à travers cette école de Yamoussoukro. Ça n'a pas été beaucoup dit ce matin, mais nous sommes à la pointe de ces questions avec Catherine, c'est la recherche scientifique. Là aussi, même si effectivement en Afrique, ils n'ont pas les moyens de développer des recherches de base, de fondamentales, en revanche, sur la recherche appliquée, ils sont formidables. Ils sont vraiment au pied des problèmes, et je crois que nous avons absolument à travailler sur ce sujet, c'est du vrai soft power entre l'Europe et l'Afrique pour développer la recherche qui me paraît un élément très important du développement de l'agriculture africaine. Et puis, troisième chose, on l'a dit ça ce matin, c'est les rapports sud-sud. Grâce aux Gilles aussi, nous avons la possibilité d'augmenter, d'améliorer et de promouvoir ces relations sud-sud. Je l'ai fait moi, dans le domaine académique, mais aussi dans le domaine privé. J'ai réussi comme ça à monter une affaire entre des Mauriciens et des Ivoiriens qui marche très bien et qui montre qu'on n'est pas obligé chaque fois de faire référence à l'Amérique, à la Chine ou à l'Europe pour faire des choses très bien entre Afrique. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction sur les constats que j'ai moi-même développés. Excusez mon enthousiasme, mais je le suis. Et merci de votre conclusion. Madame Francine Toumi, dans votre domaine scientifique de l'épidémiologie du secteur de la santé, quels sont les constats qui qualifient la nation euro-africaine? On va vous solliciter pour parler de ça. Et puis peut-être particulièrement, pardon, j'espère ne pas vous mettre en porte-à-faux, parce que je crois bien, il faut le dire tout à l'heure, alors doucement comme ça reste entre nous. Mais mon petit doigt m'a soufflé que vous avez reçu la Croix fédérale du mérite allemand des mains du président Frank-Walter Steinmeier en raison de votre engagement pour la science et ses actions dans le cadre de la coopération germano-congolaise. Et peut-être pourrez-vous nous parler des différences entre la France et l'Allemagne sur ces aspects du soft power qui touchent à vos champs d'expertise. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis un peu grippée, donc parfois c'est un peu étrange. Alors, mais, monsieur le modérateur, vous avez oublié dans ma présentation la chose, je dirais le point le plus important, c'est que je suis présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale au Congo. Et pour moi, c'est le point le plus important parce que justement, c'est une position qui me permet d'apprécier la collaboration entre le Nord et le Sud et les relations Sud-Sud. Donc, alors d'abord, dans le constat, en matière de recherche, c'est vrai, je suis épidémiologiste des maladies infectieuses, mais quand on regarde la contribution scientifique, l'Afrique, 2 fois 6% de la contribution scientifique mondiale. Ensuite, quand on prend l'Afrique, il y a une différence, malheureusement, entre les anglophones et les francophones. Le dynamisme est mis se trouve dans les pays anglophones, le Kenya, l'Afrique du Sud, qui sont en tête du peloton.
et l'Afrique centrale en particulier est derrière du peloton. Et je viens d'Afrique centrale, donc c'est un constat, mais véridique. Donc, il y a déjà en science cette différence en Afrique. Ensuite, ce qu'on constate, les 3/4 des budgets sont fournis par et sont extramuraux, en dehors du continent. Et pour le coup, l'Europe, en matière de soutien à l'Afrique, est extrêmement important, en particulier via le partenariat Europe-Afrique, le DCTP, qui, ces 20 dernières années, a permis vraiment le développement de la recherche biomédicale en Afrique. Et en utilisant un nouveau modèle, justement, dans ce partenariat Europe-Afrique, où la France est un des très grands contributeurs, ainsi que l'Allemagne, permettent pour la première fois aux Africains d'être porteurs de projets de plus d'1 million d'euros, de projets ambitieux, parce que pendant très longtemps, jusque dans les années 2000, les gros projets, les investigateurs principaux étaient les Européens et les groupes de recherche africains étaient accompagnés de projets. L'idée principale ne venait pas des scientifiques africains. Cela a changé maintenant. Et donc, il y a ainsi mis en place donc, des réseaux d'excellence. Pour moi, je dirige un des réseaux d'excellence d'Afrique centrale. Il y a des réseaux d'excellence dans les différentes régions d'Afrique. Mais c'est très important parce que justement, en utilisant la science, on pose des questions qui répondent vraiment à nos besoins et en tenant compte de nos situations, de nos forces et faiblesses, les problèmes d'électricité, etc. Donc, ces réseaux d'excellence soutenus par EDCTP, la Commission européenne et les pays membres européens est vraiment un poids extrêmement important comparé au soutien du NRH des États-Unis ou du Japon, qui sont tous ces, même si les budgets, les subventions sont beaucoup plus faibles. Maintenant, malheureusement, que constatons? La langue et la science, malheureusement, c'est pas le français, c'est l'anglais. Donc là, déjà, il y a un souci. Bon, mais cela n'explique pas que l'Afrique francophone soit derrière l'Afrique anglophone. Mais pour le moment, la France n'est pas parvenue à changer cela. La langue de la science presque langue. Deuxièmement, les 3/4 des scientifiques africains ont été formés en France. Moi-même aussi. Mais que se passe-t-il? La France forme et puis les autres pays continuent le développement du bébé, de l'individu. Et quand l'individu est mûr, disent voilà, nous on forme X tel scientifique africain, c'est grâce à nous. Presque. Il y a des gens qui font une conférence derrière et on fait une conférence de vous. Merci de votre attention. Et donc, la visibilité de la France ne met pas beaucoup de visibilité sur ses efforts, sur les scientifiques qu'elle forme, ce qui fait que dans le domaine des maladies infectieuses, professeur Ogo Baratongo, qui a été un de nos champions, ce sont les Américains qui lui ont donné une plus grande visibilité. Moi-même, peut-être un mot de la Croix fédérale allemande, j'étais formée en France, mais c'est vrai que ma carrière, j'ai pu avoir une très grande visibilité parce que l'Allemagne m'a poussé derrière, m'a soutenu. Donc, il y a comme la France, on a l'impression qu'elle donne les moyens de base et après, elle s'en désintéresse et après, on nous dit presque qu'elle a été à l'origine des efforts. Et pour une famille de l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne s'est valorisé un peu mieux ce point-là de votre expérience? En prenant mon propre exemple, justement, j'étais dans des organismes internationaux et l'Afrique centrale inexistante, j'ai quitté ma place dans les organismes internationaux pour repartir dans la recherche et je suis repartie pour diriger la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Mais, dans le même temps, j'étais passée par l'Allemagne et mon patron en Allemagne, à l'Institut de médecine tropicale, voulait que je reparte, ne voulait pas me perdre. Et donc, il y a eu un deal
à savoir, j'ai dit, moi, mon investissement doit être en Afrique. Je ne me vois pas continuer à travailler en Allemagne. Il y a beaucoup de très bons scientifiques allemands. Je ne fais pas ma contribution alors que le Congo a besoin de moi. Donc, pas de problème, mais on veut vous garder. Vous allez donner-nous 30% de votre temps et puis 60%, vous le passez au Congo. Et je peux avoir ma promotion, je serai évalué comme les scientifiques allemands et pouvoir continuer ma carrière. Donc, tout en bénéficiant du frontier de l'université allemande, j'ai pu développer des capacités au Congo, mettre en place le centre de recherche, continuer à avancer. Donc, c'était vraiment gagnant-gagnant pour moi. Effectivement, gagnant-gagnant. Et donc, tout en pouvant vraiment apporter aux jeunes Congolais tout ce que je pouvais. Et ce modèle, il ne me semble pas qu'il existe, par exemple, en France, pouvoir avoir des chefs de professorat basés complètement en Afrique, mais avec le soutien de l'Ouest. Ça, je trouve que c'est un modèle tout à fait original et qui permettrait peut-être d'éviter beaucoup de fuites de cerveau. Alors, vous pensez que la grippe, c'est ça? Détrompez-vous. C'est parce que il y a une énergie débordante, mais la grippe, ce n'est pas ça en vrai. Denis Deschamps, de votre point de vue, que peut-on dire du rôle éminent du secteur privé dans le développement? C'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Expliquez-nous finalement, comme disait Montesquieu, comment le doux commerce est une nuance de soft power, en tout cas au regard de ce qui intéresse notre conférence. Je dois comprendre qu'il y a deux tours de table. Constat, puis il y a des propositions, même si le jour. Oui, avec. Il y aura normalement deux tours de table. Merci, le temps le permet. Alors, je suis Denis Deschamps, donc le Denis de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et sans personne. Le body collapse qui est le front, je les ai enfin fait. C'est agréable. Nous sommes assez flattés. Faisons la diplomatie isolée. Je me suis dit en venant ici que j'allais intervenir devant un établissement d'enseignement, et devant des étudiants, jeunes étudiants, et j'en ai profité pour éviter de répéter ce que finalement chacun d'entre nous, conférenciers, on fait sur des conférences ou des ateliers comme ça, d'innover. Et j'ai pris comme innovation le recours à OpenAI ChatGPT. J'ai tapé dedans, comment fait-on pour promouvoir un sens de pouvoir francophone? Ça se passe. Et m'a produit un truc, bluffant. Absolument bluffant. Et tout particulièrement intéressant. Alors, bien sûr, ça commence par définir ce que c'est que le soft power. En gros, c'est l'influence au service de ses idées, de ses valeurs et de son futur, plutôt pour la force militaire et l'argent. Et de ce point de vue, je me suis dit, tiens, il y en a qui ont bien réussi en Afrique de ce point de vue soft power, de ce point de vue d'influence de soft power, c'est l'Afrique anglophone. Parce que l'Afrique anglophone nous renvoie une image, le Ghana, le Nigeria, comme quoi c'est un truc qui marche, qui n'est pas nécessairement vrai. Quelle est la monnaie qui s'effondre en ce moment? Le Ghana. C'est pas le franc CFA. Le Nigeria, bon, je ne pousserai pas énormément à investir en fait. Il y a des pays limitrophes qui sont beaucoup plus intéressants. On parlait du Bénin tout à l'heure. Le Bénin peut être beaucoup plus intéressant que le Nigeria. Au Nigeria, pour lui, d'être une puissance pétrolière et avec les vicissitudes que la solution peut avoir. Donc, voilà ce que c'est. Peut-être l'influence et la communication autour de l'influence est important. Alors, en ce qui concerne le soft power francophone, je reviens sur la définition OpenAI GPT. GPT. J'avais dit GPT. Voilà. Il s'agit de promouvoir le soft power francophone, signifie donc mettre en avant la langue française et la culture anglophone dans le monde afin de rendre attrayant pour les autres pays. Cela a tout le sens. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il vous propose des pistes, des voies, 5 pistes, et que j'ai repris. Donc, avec 5 pistes. Bon, bien sûr, c'est être en investissement de la langue française à l'étranger, l'Institut français à l'étranger,
les bourses pour étudier en France. Moi, je rajoute à cela, on peut promouvoir aussi la pratique du français des affaires. C'est important. Faire du commerce, faire du business, faire des affaires en français, c'est essentiel. Et c'est ce qui, en effet, fait la force de l'Afrique francophone. C'est qu'on peut passer d'un pays à un autre en parlant maintenant un développement des affaires. La deuxième piste, c'est soutenir la diffusion de la culture francophone à travers le monde. Par exemple, en organisant des festivals et en encourageant les échanges artistiques et culturels. Vous avez parlé des musées, c'est vrai que la République plein de musées qui ont été musées. Alors, j'espère bien que quand j'irai à la continuation prochaine, le musée sera ouvert. Parce que moi, ça fait une première fois que je suis, mais c'est toujours pas. Personnellement, la tête, c'est que. Ouais, ce fait de vivre, alors, c'est terrible, c'est normal, et là, ça commence. Bon, j'espère que ça évoluera de ce point de vue. Mais au-delà des musées, il y a, et je vois mon ami Mohamed là, tout ce qu'on peut faire par rapport à la culture numérique francophone. C'est un champ de bataille phénoménal. Vous êtes noyé par la culture anglophone. La plupart des jeunes de la diaspora qu'on peut rencontrer pensent que l'Afrique, que c'est le Wakanda. Ben, c'est pas ça. Il y a autre chose. Et je pense que ce champ de bataille, c'est grâce au numérique qu'on va gagner. C'est grâce au métaverse. Si vous voulez savoir quelque chose sur le métaverse, il faut demander à Mohamed qui vous expliquera tout sur le métaverse. Mais toutes ces choses-là doivent être développées. Également, et j'y crois beaucoup, c'est en constituant un média d'influence francophone. C'est-à-dire que il y a un outil de contre-propagande à construire. Aujourd'hui, le virus diffuse l'information dans les réseaux sociaux. La France, c'est mal, c'est pas bien, etc. Qui est largement repris. En face de ça, aujourd'hui, on regarde de votre point de vue, c'est pas la peine. Secteur chouvi, ne pas faire. Le troisième point, c'est défendre aussi les valeurs et intérêts de la francophonie en contribuant à la résolution des problèmes internationaux. Donc là, il y a un rôle de la diplomatie française, des organisations multilatérales comme l'OIS, et nous attachons à la CPCCAF présente à défendre l'usage français de nos organisations internationales. En fait, qu'à la Commission européenne, seuls 3% des 3%, c'est rien. Enfin, on y vient en encourageant les échanges et les collaborations entre les pays francophones et d'autres nations. Par exemple, en engageant des programmes de coopération, on engage des gens aussi, on encourage aussi le tourisme, les échanges économiques. Alors, vous parliez du rôle du secteur privé et de l'importance du secteur privé par rapport à cela. Nous représentons la CPCCAF, conférence permanente des chambres francophones, avec d'autres, en lien avec d'autres organisations comme le SIAM, comme l'EPCAM ou d'autres qui représentent le secteur privé français et européen. On défend un modèle européen-africain ou africain-européen de coopération élaboré par le secteur privé pour le secteur privé et qui passe par l'intervention des structures proches du terrain qui sont à même d'identifier des attentes et des besoins des entreprises. Les entreprises qui sont en Afrique, les entreprises qui sont présentes en Afrique, savent qu'il est nécessaire pour développer leur activité, y compris à l'international. Donc, le secteur privé, on considère que le secteur privé doit pouvoir être systématiquement associé aux différentes initiatives prises par les organisations intermédiaires, comme le Champ consulaire, les organisations intermédiaires, pour contribuer à la facilitation des affaires et partant de là, à la formalisation de l'économie en Afrique. Formalisation, et là, après, là, on ouvre des portes, où il y a beaucoup de choses à dire sur. En tout cas, nous croyons, et j'en aurais terminé sur cette première partie, pour un nécessaire dialogue privé, bien entendu, mais aussi un partenariat privé-privé qui passe par le renforcement préalable des corps intermédiaires. Les organisations représentatives des entreprises, au travers d'actions qui sont menées par la CPCCAF et d'autres, avec des partenaires internationaux et français. Et je reviendrai dans un deuxième temps. Mathias, on va passer un peu aux solutions. Vous avez plein d'exemples à nous donner. J'espère que vous nous parlerez un peu de cette œuvre d'art qui est partie dans l'espace et tout. Moi, je trouve ça passionnant. Peut-être que c'est épiphénoménal de votre point de vue. De votre point de vue, doit-on faire du soft power entre l'Europe et l'Afrique, le ferment d'un navire commun, se souvenir de la relation passée, comme vous l'avez dit, mais avant tout, penser à l'avenir. Et c'est vrai que le point commun de vos interventions,
comme les interventions de ce matin, c'est finalement d'inciter le continent à développer lui-même ses solutions et de sortir un peu de cette relation tutélaire qui a pu être une relation ancienne. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça du point de vue de la culture, Mathias? Alors, d'abord, moi, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est que je n'aime pas le terme développement. Le terme développement, c'est un terme qui laisse penser qu'il y a quelqu'un qui va développer l'autre. Moi, je préfère qu'on imagine l'avenir commun entre le continent africain et européen comme une logique d'investissement de l'Europe en Afrique et d'investissement de l'Afrique en Europe, et qu'on arrête cette politique de coopération, de développement qui, à mon avis, ne représente absolument plus l'avenir de nos continents, ne représente plus que les jeunesses, les jeunes générations de continents souhaitent. Donc voilà, ça c'est une première remarque, et je pense que dans ce power, c'est très important. La deuxième chose, c'est que en France, peut-être, et je vais parler évidemment de la partie culturelle et artistique, il faut essayer de dézoomer un peu. Le vrai enjeu, c'est pas l'enjeu de la France sur le continent africain. Je rappelle que l'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants. Le continent africain, aujourd'hui, environ 1,5 milliard d'habitants. Nous sommes en baisse, le continent africain est en hausse. L'enjeu, c'est de savoir quelle est l'influence de la Chine en Europe et en Afrique dans les 25 prochaines années. Je rappelle que dans le grand plan de développement de la Chine, il est écrit qu'il faudra que la Chine détienne une grande partie des terres arables africaines si elle veut nourrir la population chinoise dans les 30 prochaines années. Il faut qu'on arrête de se poser des questions à 6 mois, il faut qu'on se pose des questions à 20 ans, à 30 ans, parce que c'est là où on va construire notre sac commun. Dans le domaine artistique, il y a un énorme avantage, c'est que en fait, le premier mouvement panafricain, c'est celui des artistes. Les artistes contemporains, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils appartiennent en fait à telle ethnie, telle nationalité. En fait, ils sont dans une logique de mise en réseau au sein du continent africain. Et il y a de formidables initiatives. Alors certes, les musées au Bénin ne seront pas ouverts la semaine prochaine. Enfin, je rappelle quand même qu'on a mis un certain nombre d'années à ouvrir les nôtres en France, donc je ne vois pas pourquoi ça irait plus vite en Afrique, parce que c'est en Afrique. Il faut du temps pour construire un musée, pour bien le construire, pour faire en sorte qu'on construise pour l'éternité, pas pour simplement faire une ouverture à un moment donné sur une exposition. La réalité, c'est que le 4e musée mondial, il est en Afrique du Sud, il s'appelle le Zaïskouka Museum, un immense musée, qui aujourd'hui est le premier musée d'art contemporain africain dans le monde. Il n'a peut-être pas ce rayonnement, mais il a tout pour faire en sorte d'être dans la grande compétition internationale. La réalité, c'est que il n'y avait jusqu'à il y a 3 semaines pas eu un seul homme, une seule femme, un seul objet africain dans l'espace. Le premier objet africain dans l'espace est parti donc le 14 décembre de Kourou. Il était sur la coiffe de la fusée Ariane 5 qui a envoyé le nouveau satellite d'observation météorologique du continent africain, piloté par un médecin pour l'Union africaine. Et donc ça veut dire que la manière en fait dont le continent africain invente son soft power, c'est d'une manière africaine. Il faut qu'on arrête de penser qu'on va nous imposer une manière européenne dans la création d'un soft power africain. Il faut qu'on imagine intégrer dans notre soft power européen un certain nombre d'éléments africains. Je ne veux pas me substituer à ma voisine d'une brillante épidémiologiste et biologiste, mais la réalité, c'est qu'en République démocratique du Congo, des épidémies d'Ebola, il y en a chaque année. On sait qu'une épidémie, elle se traite d'abord par une approche structurelle avant d'être une approche médicale. La réalité, c'est qu'en France, on nous a quand même expliqué officiellement que l'approche culturelle, c'est-à-dire mettre un masque, ne servait à rien, il fallait une approche médicale, c'est-à-dire des vaccins. Donc, moi, je dis juste que nous avons tout autant à apprendre les uns les autres, et en tout cas, dans le domaine culturel, dans le domaine de la création artistique, dans le domaine de tout ce que sont ces industries culturelles et artistiques, la réalité, c'est qu'il y a toujours eu un échange entre l'Europe et l'Afrique, et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aller bien au-delà de la restitution. Il faut construire en commun. Il ne faut pas simplement dire, ça y est, finalement, on a solvé le passé parce qu'on a restitué, et heureusement, un certain nombre d'œuvres d'art qui appartenaient à ces pays africains, qui ont été volées par un certain nombre de pays européens. On ne va pas réécrire l'histoire. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut réécrire l'histoire, mais le fait d'avoir restitué un certain nombre d'œuvres d'art, ça ne suffit pas. Ça voudrait dire simplement qu'on considérerait que les Africains
ont le droit de regarder leur création, mais pas la création contemporaine européenne ou occidentale en général, qu'elle vienne de n'importe quel autre continent. Il faut aller plus loin, il faut échanger notre culture, notre soft power avec celui du continent, avec celui des pays du continent. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que la langue, ce partage d'une langue, c'est quand même un élément qui est un socle très important. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France ne fait, puisqu'on est français, on parle français, ne fait aucun effort de manière majeure sur l'enseignement de la langue française sur le continent africain. On peut raconter ce qu'on veut sur les instituts culturels, sur toutes ces initiatives qui sont prises. Ça n'est rien du tout par rapport à ce que font aujourd'hui les pays de langue anglaise sur le continent africain. Et le jour où l'ensemble des pays africains basculent du français à l'anglais, la réalité de l'organisation, de la création de ce soft power comme un socle commun de notre avenir ne devient pas beaucoup plus compliqué. Et pour ce qui est de la circulation du soft power artistique, moi je dis aujourd'hui, quand vous êtes un artiste congolais, la République démocratique du Congo, avoir un visa pour venir en France, c'est impossible. Comme si finalement on pensait que l'ensemble de ceux qui créent le soft power africain n'auraient une seule volonté, une seule idée fixe, ça serait de vivre sur le continent européen. Mais pardon, tous mes amis artistes américains n'ont pas envie de vivre en Europe, ils ont envie de vivre en Europe, ils ont envie de travailler avec les Européens. Mais comment fait-on pour venir travailler en Europe lorsqu'il n'y a même pas la libre circulation des artistes? Alors on a un visa particulier pour les chefs d'entreprise, mais ça, on considère par exemple que dans la dimension du soft power, ça n'est pas suffisamment important pour faire en sorte de faire des efforts. Donc je crois que il y a des grands discours sur le soft power. Après ça, il y a la réalité quotidienne de la circulation, de l'échange du soft power entre l'Afrique et l'Europe. Ça commence par faire en sorte qu'on puisse en fait faire en sorte de pouvoir avoir des Africains qui viennent sur le sol européen, des Européens qui vont sur le sol africain, et qu'on fasse en sorte que, notamment sur ce socle qui est la langue française, on fasse des investissements qui soient bien plus importants que ceux que font nos compétiteurs, entre guillemets, anglais. Évidemment, oui, c'est bien, puisque les 2 derniers pays qui ont rejoint le Commonwealth sont 2 pays de langue française africaine. Et maintenant, tu parles beaucoup trop anglais, nous ne le répéterons jamais assez. Jacques, on a parlé du poids de la Chine dans ce continent. Aujourd'hui, au Sénégal, 50% du blé est acheté en Russie, 60% du riz acheté à l'extérieur, alors que c'est le plat national numéro 1. De votre point de vue, pour rebondir sur ce que disait un peu Mathias, quelles sont les solutions pour remédier à ces fragilités? Alors, vous l'avez un peu évoqué avec le programme Gidagri. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore un peu plus? Oui, merci Jackie. Je suis effectivement plus concret que ce que vient de dire mon voisin. Bon, comment ça se passe? La grande majorité des Africains se posent d'abord la question, qu'est-ce que je mange à midi? La nourriture, l'alimentation, l'agriculture sont absolument majeures dans les préoccupations africaines. Et pour revenir au soft power, nous essayons, à travers ce que nous faisons dans les académies, mais dans d'autres circuits, à augmenter, à améliorer la façon dont nous pourrions travailler ensemble. Je rappelle quand même que la France dispose, grâce au CIRAD, d'un institut de recherche qui travaille beaucoup chez les tropiques. On a des anciens départements d'outre-mer sont dans les mêmes climats que l'Afrique. Et donc, on a un savoir-faire très fort et je souhaite que ce savoir puisse beaucoup plus largement être diffusé, être partagé par nos amis africains. Je reviens aussi sur les universités ou les grandes écoles. Là, je suis aussi favorable à ce que ça se développe et c'est le cas. L'école de Yamoussoukro est en partenariat fort avec Montpellier, avec Bordeaux, va l'être certainement avec les écoles du Sénégal. Donc, ce partenariat me paraît aussi extrêmement important. Alors, tu parlais de la Chine, ça c'est un vrai sujet. Effectivement, la Chine a vu depuis longtemps que le seul endroit où on pouvait cultiver des céréales de façon importante dans les prochaines décennies, c'est l'Afrique. Et il faut absolument que les Africains fassent attention à ça, que les céréales qui seront produites ne seront plus cultures de rente. Ce matin, on a parlé des cultures de rente. Il ne faut pas que les céréales soient des cultures de rente. Il faut que les céréales, produites en Afrique, nourrissent les Africains. Et de façon intelligente. Effectivement, tu as cité le Sénégal. Je connais très bien Papsek, qui est un ami, qui est en service du Sénégal pour l'agriculture, qui est maintenant représentant du Sénégal à l'FAO. On travaille beaucoup sur ces sujets. On a fait plusieurs articles, dans plusieurs revues là-dessus pour alerter ces pays. Et je me souviens des discussions avec les amis béninois qui travaillent sur le sujet avec différents focus.
D'abord, le Bénin, je vois, est un des pays en Afrique qui mange le plus de pain. Pour des raisons historiques, ils mangent des baguettes, ils mangent du pain. Mais ils ont commencé à faire des baguettes avec d'autres produits que le blé. Donc, ils font des baguettes avec du manioc, avec un peu de maïs. Premièrement. Deuxièmement, modifions le savoir, la culture culinaire des Béninois pour qu'ils mangent un peu plus de production locale. Et quatrièmement, produisons des blés dans le nord du Bénin. Dans le nord du Bénin, on peut produire des céréales qui ne sont pas du blé ordinaire, mais du blé adapté, permettant de faire du pain. Donc, chaque pays, alors on l'a dit ce matin, chaque pays est différent. Chaque pays doit trouver des solutions. Et je pense que l'expérience que nous avons en France, en Europe d'ailleurs en général, hein, on vient parler de l'Allemagne tout à l'heure, nous avons très bonne relation avec nos amis de l'Académie d'Allemagne, ont des solutions et proposent des solutions. Et je crois qu'il faut que nous fassions effectivement. C'est pour ça que je milite pour un rapprochement entre l'Europe et l'Afrique, parce que j'ai vécu dans le monde. On voit bien que le schéma la géopolitique se déplace dans le Pacifique. C'est la Chine, c'est les États-Unis, la Russie un peu. Mais entre l'Europe et l'Afrique, il y a vraiment un vrai challenge intéressant pour la prochaine décennie. Mes enfants sont dans le même état d'esprit. Il faut absolument que ça fonctionne comme ça. Je ne sais pas si on n'a pas beaucoup parlé d'une zone africaine qui me paraît importante, c'est le Maghreb. Il n'y a pas beaucoup de présence du Maghreb, mais là aussi, c'est quand même des pays, c'est ce qui fonctionne. La langue française est largement pratiquée. Le développement se fait bien. La recherche scientifique se fait bien. L'enseignement aussi. Donc, on connaît les aspirations du Maroc avec l'Afrique de l'Ouest. Je n'y ai pas contribué, mais je connais tout ça très bien. Donc, il faut effectivement que nous soyons, avec la langue française comme étant dénominateur commun, un outil de ce développement durable et intégré. Merci. Merci. La contraste de la situation géomilitaire qui en ce moment est assez préoccupante, mais ça n'est malheureusement pas le sujet de ta pour vous. Alors, Madame Toumi, je vais repartir sur mon sujet. Je sais que vous m'avez regardé avec des grands yeux. Les aspects culturels sont essentiels pour aborder correctement l'arrivée d'une épidémie. On en parlait tout à l'heure. L'OMS nous avait prévenu, avait dit attention, vous, grands pays rationalistes, inspirez-vous de ce que connaissent bien les Africains, c'est-à-dire l'incertitude liée aux épidémies. Mathias le disait, on a à peu près fait tout l'inverse. Si on avait pu faire autrement, inversement, on l'aurait fait aussi. Peut-être de votre point de vue d'épidémiologiste, quelles sont les solutions que là, pour le coup, vous préconiseriez de l'expérience africaine vers l'Europe qui, on peut le dire, a quand même très mal géré son épidémie, tout du moins au début. Mais vous avez tout en ligne parce que non, c'est déjà prouvé. Alors, oulala. Oui, parce qu'on est déjà bon, bref. Les leçons, je dirais, c'est très intéressant. C'est très intéressant que vous posiez la question comme ça, parce que pendant toute la gestion, j'étais dans le comité de riposte à la Covid dans le pays. J'étais impliquée dans des comités d'Africa CBC. Et justement, ma grande, pas colère, mais critique était que souvent, malheureusement, c'était des copier-coller de ce qui se passait dans le Nord. Donc, tout au début, ça a été quand même plus des copier-coller. Je ne dirais pas que l'Europe aurait à bénéficier de notre expérience, mais ça n'était plutôt l'inverse. Après, effectivement, lorsque les frontières ont été fermées, c'est très intéressant parce que là, on s'est retrouvés face à nous-mêmes, avec la situation, avec nos besoins, avec les scientifiques locaux, l'infrastructure présente, avec nos déficiences et nos forces, et il fallait riposter, contenir l'épidémie. Et effectivement, là, les anthropologues ont apporté leur contribution. C'est vrai que ce qu'on appelle avec sourire quelquefois les savoirs endogènes ont été mis à contribution. Et donc, peut-être, et que là aussi, beaucoup de nos pays, en ce qui concerne les maladies infectieuses, on a des épidémies à répétition. Vous parlez de Ebola, en Afrique centrale, c'est récurrent, il y a fièvre jaune, etc. Donc, on a aussi des habitudes ou des modes de fonctionnement un peu plus, peut-être organisés, une fois. Et on a peut-être à ce moment-là mieux gérer la pandémie. Peut-être que dans le Nord, Culturellement, comment les Africains s'occupent mieux de leurs problèmes comme les parents s'occupent que n'ont su le faire les Européens? Quels sont les deux, trois confonds que de telle sens que
que vous pensez être défenseur d'un continent qui a l'expérience de ces vies que nous n'avons pas? Alors là, en toute honnêteté, je ne sais pas où vous voulez m'entraîner. Je ne vois pas comme réponse. Je ne vois pas. Là, je suis désolée, je vois. Pardon, il n'a pas annulé, pas dessus. Les savoirs endogènes, bon, les savoirs endogènes, ce que j'appelle les savoirs endogènes. Donc, voilà, mais dans le même temps, par exemple, pendant cette épidémie, nous ont demandé aux scientifiques de répondre, trouver un traitement. Bon, les thérapeutes ont beaucoup travaillé à ce moment-là avec les scientifiques pour essayer de trouver des solutions. Maintenant, malheureusement, nous ne sommes pas allés plus loin parce que aujourd'hui, on n'a pas mis un phytomédicament sur lequel on puisse dire qu'il traite la Covid. Voilà. Maintenant, dans la gestion par rapport aux enfants, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Nous vivons, si vous voulez que je vous dise, pendant cette épidémie, ce qu'on entendait dans le Nord, voilà, il faut éloigner les personnes âgées, plus exposées. Nous, on vit, voilà, toutes les générations vivaient ensemble. Mais il n'y a eu aucun éloignement des personnes âgées. Pour le coup, même lorsque l'on entendait qu'il fallait plus les protéger. Et nous n'avons pas vu l'hécatombe de nos personnes âgées. Donc, est-ce que les explications peuvent être multiples? Mais on n'a pas du tout suivi, par exemple, ce modèle de séparer, mettre les enfants et les personnes âgées, il faut les protéger. On n'avait peut-être pas les moyens, voilà, la logistique pour pouvoir mettre les personnes âgées à part, mais en vivant ensemble, peut-être que, voilà, l'immunité collective reviendra donc que l'on peut. Mais nos personnes âgées, nous n'avons pas eu l'hécatombe qu'il y a eu dans le Nord. Merci Denis pour conclure assez rapidement. Alors vous me ressortez pas votre truc GPT-3 parce que sinon je coupe le micro, je sais pas comment plus Alors si je comprends bien, vous croyez au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ces solutions du privé pour la relation euro-africaine. Dans un récent rapport, Pricewaterhouse semble suggérer que les GAFAM en Afrique pourraient s'en servir comme outil de prédation. Qu'est-ce que vous pourrez expliquer? Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque vous défendiez tout à l'heure le développement des nouvelles technologies, un peu à l'instar de ce que dit la directrice générale de l'OMC. Pour conclure, Denis, et sans GPT-3, que pourriez-vous dire? Que pourriez-vous nous dire? Je vais répondre, mais vous avez votre question, je vais avoir mes réponses. Pour paraphraser un homme politique célèbre. Moi, je pense qu'il y a deux défis dans la série. Parce que le GAFAM et tout ça, c'est des gentils, mais les deux défis, c'est la jeunesse. En 2050, 50% de la population africaine aura moins de 25 ans. Valeria a décidé de former systématiquement au code tous les enfants. Oui, bon, là-dessus, il y a des débats. C'est quoi former au code? C'est quel niveau on forme, etc. Des experts vont en parler. C'est une chose importante, et la jeunesse, c'est une qualité en Afrique. C'est le fait que moi, ce que j'apprécie particulièrement en Afrique, c'est la musique. Et j'apprécie la musique nigérienne parce que c'est super. Et en plus, c'est fait qui chez bien. Grâce à la musique nigérienne, on va avoir des iPods. Alors ça se fait bien. La jeunesse aussi, c'est parce que la jeunesse, c'est l'entrepreneuriat. Tous ces jeunes Africains, Dieu merci, grâce à Dieu, ne veulent pas devenir fonctionnaires. L'étude des particularismes de l'entrepreneuriat, peut-être chez les jeunes aujourd'hui, comme nous, pas que ça, alors, il y a un particularisme, c'est la débrouille. Alors, je ne parle pas de la formelle, etc. C'est que il n'y a rien. Ils doivent se débrouiller. Et c'est pourquoi il faut intervenir pour que ils sont dans un monde sans normes, sans règles. Il n'y a pas de stabilité économique, pas de stabilité juridique. C'est pour ça que nous sommes très attachés à intervenir pour qu'il y ait des règles qui soient là pour assurer le développement de ces jeunes entreprises, de ces jeunes entrepreneurs, et le développement économique. Excusez-moi, les fils d'État développement, mais j'en ne connais pas d'autres. Ouais, et puis, malheureusement, les Africains, quand on leur parle comme développement et de coopération. C'est aussi bête que ça, mais
Enfin, on ne doit pas en rentrer, mais ça, c'est complémentaire. Mais en tout cas, ils sont très demandeurs d'en savoir plus sur les normes, parce que les normes, c'est ce qui leur permet d'actionner l'Union européenne. Les normes, c'est un qui tient la norme, puis un marché entre les cru. Et ils veulent en savoir plus sur la propriété intellectuelle, la propriété industrielle. Et là, pour cela, il y a plein de choses qu'ils doivent apprendre, comment protéger leurs produits, comment protéger tout ça. Et puis, dernière chose, je vais m'arrêter là, on a bien dit, l'espace juridique, il n'est pas extraordinaire. Il y a des solutions alternatives au droit, aux juridictions. C'est l'arbitrage et la médiation. Et la troisième chose qu'il faut absolument pouvoir prendre en compte, comme en France d'ailleurs, c'est l'arbitrage et la médiation. Voilà, je vais terminer là. Et je vous remercie. Merci à tout le monde. On est très en retard, désolé, cher Arnaud. Et vous l'avez compris, si vous voulez parler business avec Denis, il pourra aussi vous parler de musique nigériane. Il faut être complet dans la vie. Merci à tout le monde. Merci madame, merci messieurs et merci au public.